top of the hill, but quite high in the hill. You have several mines that are ruby mines and some sapphire mines on the top. You can see some different mines there. And most of these mines are producing sapphires. We are here on Donanji Hill. You have just behind me a statue of Donanji. So Donanji was the wife of a small farmer. The name of the farmer was Ngamok. And Ngamok was working in the area, and one day when he was, the story says that when he was working on a stream, he found a very big ruby. And at this time, it was before the colonial time. The mine I know quite well because the father of our driver and guide, Jordan, was the manager of this mine few years ago before he retired. So this is a ruby mine where the miners are working between casts. So you see they are collecting, they are going inside between the casts, collecting the ground, bring the ground to the mining camp where they will wash in order to collect rubies that are possibly you know, in the detritic rock located between these casts. And also when they will find a ruby vein, they will dig in the marble in order to collect the rubies. So now we are going up there where you have one of the main ruby marble digging area, and you have also quite a lot of ladies breaking the marble, breaking the calcite in order to collect the rubies. La visite des marchés aux pierres précieuses de Mogok est une expérience unique, très éloignée de notre quotidien.
c'est la découverte d'un monde très fermé et fascinant. Sur les marchés de Mogok, ce sont les femmes qui semblent mener la danse. Elles tiennent les rênes du commerce, elles s'affairent, elles étalent leurs toiles plastifiées à même le sol. Et elles font des petits tas de leurs trésors, comme elles l'auraient fait en Europe de leurs salades ou de leurs carottes. C'est vraiment étonnant. Mogok est une ville qui vit totalement des pierres, de leur extraction, de leur tri, de leur taille jusqu'à la vente. Ça brille et ça scintille, les couleurs sont intenses. C'est un vrai plaisir de flâner et d'observer. Chaque nouveau visiteur est l'attraction. Une femme tend une pierre, puis 2, puis 3, puis 4. Très vite, elle cerne l'acheteur potentiel de leur sourire, de leurs pierres de toutes sortes, de toutes les couleurs. Mais tout se fait paisiblement, sans agressivité et sans insistance. On s'émerveille. Les couleurs sont intenses. Il y a des bleus, des rouges, des roses, des verts et des marrons orangés. C'est juste incroyable. Sur le marché, on peut voir des pierres en partie taillées. Souvent, le vendeur préfère que l'acheteur s'occupe de la taille lui-même, pour s'éviter toute déconvenue. Dès que l'on montre de l'intérêt pour une pierre en particulier, très vite l'information se propage. Et toutes les détentrices et détenteurs de la pierre convoitée convergent vers le client intéressé. Les petits sachets sortent de partout, des sacs à main, des porte-monnaies, tout regorge de petits trésors. Le grand marché de Mogok, quant à lui, est tout à fait particulier. Il est constitué de 2 parties bien distinctes. L'atmosphère de la première est équivalente aux autres marchés. Les femmes chapeautées encerclent les acheteurs potentiels à peine arrivés, jusqu'à disparaître derrière la nuée de couvre-chefs en paille. Les femmes sont une fois de plus aux commandes. L'autre partie est bien différente. Il y a des tables et des parasols. Mais si vous voulez vous installer en pensant que l'on va venir vous passer commande d'un thé birman, vous risquez d'être surpris. Les acheteurs s'installent et les vendeurs viennent proposer leurs pierres. C'est l'endroit où l'on peut voir de très belles pièces. Les négociations vont bon train. Calculettes, petites balances, liasses de billets. Les parties qui se jouent autour de ces tables sont sérieuses, très sérieuses. Ce genre de scène se déroule dans les marchés, mais peut tout aussi bien arriver dans un bar, autour d'un café ou d'un thé. Les marchands viennent proposer leurs marchandises.